Bon début de semaine, Annabelle. Bon début de semaine, Sly. Là, quand tu m'as dit qu'on allait parler mathématiques, là, j'ai fait le saut parce que j'ai raté mes mathématiques, moi, à l'école. Je suis nul en chiffres, en calcul. Et toi, tu vas nous parler des codes sacrés. Et Oui. pour ça, ben, j'imagine qu'il faut faire des mathématiques. Mais si tu vas voir, ça va être des mathématiques très intéressantes et qui vont te permettre de comprendre plein d'éléments. Donc, on va rentrer dans des éléments sur la physique quantique légèrement, mais aussi sur des éléments du fonctionnement de l'univers, du fonctionnement du corps humain et du fonctionnement du cerveau. Et ça va te permettre d'utiliser par la suite des chiffres pour t'aider à cheminer dans les sphères que tu choisis. On va donc partir avec des notions de base 300 ans avant Jésus-Christ. On a un monsieur Pingala, qui est un mathématicien indien, qui découvre que quand il regarde de la poésie sanscrite, parce que d'autres, ils écrivent en sanskrit, c'est comme ça qu'on appelle la langue à l'époque, dans la poésie sanscrite, il se rend compte que la façon de placer des syllabes courtes et longues, ça répond à toujours à la même disposition, au même OK. ordonnancement. Il va donc constater que dans la poésie, il y a une espèce de motif, il y a une séquence de nombres qui revient tout le temps et qui fait que le poème est plus harmonieux. Quand on suit cette séquence-là, le poème coule, il est fluide et il est davantage apprécié par les gens. On va appeler ça le Matrameru, c'est la séquence de chiffres. Plus tard, beaucoup plus tard, 1500 ans plus tard, en fait, en 1202, on a un monsieur qui s'appelle Leonardo Pisano, que l'on appelle aussi Leonardo Fibonacci, qui est un mathématicien italien. Lui, il va reprendre cette séquence-là, il va se mettre à l'étudier. Et il va l'étudier jusqu'à se rendre compte que finalement, ça fait partie de la nature beaucoup plus qu'on le pense, en fait. Je vais donc te demander de démarrer la première vidéo que je t'ai envoyée et je vais la commenter. Donc, je te demande la vidéo qui s'intitule « Bras ». On voit Oui, donc un vas-y. bras et on se rend compte que le bras a un os, l'avant-bras 2 os, la main a 8 os et on a dans le poignet a 8 os, la main en a 5 et dans chaque doigt, on a 3 os. Ah, On a mon donc Dieu. toujours les chiffres 1, 2, 3, 5, 8. Or, ces chiffres-là, ça fait partie de la suite de Fibonacci, une série de chiffres qui viennent interférer. Et les nombres fonctionnent toujours qu'on prend le 1 et le 2, ça donne le 3, le 2 et le 3, ça donne le 4. Donc, on additionne les deux derniers chiffres. Et si tu regardes, quand on regarde donc une ellipse comme ça correspond au nombre de Fibonacci, ce qui est le cas de l'ADN, ce qui est le cas de la pomme de pin, ce qui est le cas du coquillage. Donc, tout dans la nature fonctionne avec cette suite de chiffres-là. Wow! Et là, je vais te demander de bien me suivre. La suite de Fibonacci comprend donc une série infinie de chiffres. On commence avec le 0, puis le 1, le 3, le 5, le 8, le 13, le 21, le 34. Donc, on part toujours avec 0. Et là, on s'est mis à étudier un paquet d'éléments. Quand on prend un lapin qui est seul et qu'on lui ajoute un deuxième lapin, le premier mois, ils ne feront pas de bébé. Mais après, ils vont se mettre à faire 2 bébés. Et ensuite, il va y avoir la possibilité d'avoir 3 bébés. Et ensuite, ça va être 5. Et ensuite, et ils vont se multiplier. La multiplication des lapins suit la suite de Fibonacci. Et comme tu voyais dans le vidéo, le bras, donc mon bras, la partie du haut du bras, c'est un os. Ensuite, j'ai 2 os. Ensuite, j'en ai 8. Ensuite, j'en ai 5. Ensuite, j'en ai 3. On a donc les mêmes chiffres que dans la suite de Fibonacci. OK. Sur un arbre, sur chaque branche, le positionnement, la disposition des feuilles sur une branche, ça suit aussi une ellipse, une spirale qui est exactement la suite de Fibonacci. Quand on analyse un coquillage, la spirale du coquillage suit les proportions de la suite de Fibonacci. Donc, la partie la plus large du coquillage, la longueur de ce segment-là, c'est le plus gros chiffre.
Et le reste, ça suit toujours la suite de Fibonacci. On est toujours dans les mêmes chiffres. Ce qui est très surprenant et très étrange pour l'univers. Et ce qui est particulier, c'est qu'on s'est rendu compte que si je prends un chiffre de la suite de Fibonacci et que je le divise par le précédent, j'obtiens toujours un chiffre qui est entre 1 et 2 et qui va finir par se rapprocher du chiffre 1,618034 que l'on appelle le nombre d'or. Et le nombre d'or, en fait, il régit énormément d'affaires. Parce que quand on calcule la proportion du visage, les gens que l'on considère les plus beaux dans la vie, c'est ceux dont le visage respecte le nombre d'or. Quand le corps humain respecte en proportion le nombre d'or, on trouve ces gens-là plus beaux. On ne sait pas que le visage respecte le nombre d'or. On ne sait pas que le corps respecte les dispositions du nombre d'or, mais notre inconscient, lui, considère que dès qu'on a une proportion qui respecte le nombre d'or, c'est plus joli, c'est plus esthétique. Mais on sait aussi que la disposition des pyramides respecte le nombre d'or. Oui. Et donc, on a donc énormément d'éléments qui respectent ça. Quand on prend un tournesol, quand on prend une marguerite, au centre du tournesol, là où on a toutes nos graines de tournesol, quand on regarde comme il faut le positionnement des graines de tournesol, ça fait une spirale qui respecte la suite de Fibonacci. Le cœur d'une marguerite, ça fait une spirale qui respecte la suite de Fibonacci. La spirale du coquillage, comme je te disais tantôt, ça respecte la suite de Fibonacci. Le positionnement des planètes dans une galaxie respecte la suite de Fibonacci. Le positionnement, l'ellipse de l'ADN respecte la suite de Fibonacci. L'arbre généalogique des abeilles respecte la suite de Fibonacci parce qu'un mâle naît d'un œuf qui n'a pas été fécondé. Un mâle a donc seulement une mère, il n'a pas de père. Alors que la femelle, elle, c'est un œuf fécondé, donc elle a 2 parents. Ça veut dire qu'un mâle a un seul parent, mais il a 2 grands-parents, il a 3 arrière-grands-parents, et quand on remonte comme ça, ça suit exactement la suite de Fibonacci. Or, les os du corps humain suivent la suite de Fibonacci, parce que l'exemple que je viens de te montrer avec le bras, on a exactement le même exemple avec la jambe. Et là, je vais te demander de partir la deuxième vidéo sur le nombre d'or, toujours sur le corps humain. Donc, quand on regarde la disposition du bras, de l'avant-bras par rapport à la main, ça suit exactement les proportions du nombre d'or. La même chose pour les os du doigt. Chacun des doigts le respecte. La proportion donc de la longueur de l'ADN par rapport à la hauteur, c'est exactement le nombre d'or, 1,618. Donc, tout est orchestré dans ton corps pour respecter le nombre d'or. Et c'est la même chose dans la nature. Et ce qui est particulier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui ont fait des recherches là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi on avait continuellement ces chiffres-là qui revenaient d'une façon ou d'une autre. Quand on regarde les flocons de neige, on a un monsieur Kepler qui s'est mis à se questionner sur qu'est-ce qui détermine la forme des flocons de neige. Puis Dieu sait qu'au Québec, on en a quelques-uns à observer. Oui. Et il fait justement référence à la suite de Fibonacci. Donc, on a beaucoup de mathématiciens qui s'intéressent à la suite de Fibonacci. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a, il y a quelques années à peine, le livre Dieu, la science, les preuves qui est sorti. Et là, on a une série de chercheurs et de scientifiques qui se sont mis à se questionner sur comment s'est créé l'univers. Or, on sait aujourd'hui que si, suite au Big Bang, l'expansion de l'univers s'était fait un tant soit peu plus rapidement,
il se serait autodétruit. Nous ne serions pas là. S'il s'était fait un peu plus lentement, il ne se serait jamais développé là où nous sommes aujourd'hui. Si la vitesse de la lumière était 1 km/h plus rapide, la Terre serait brûlée. S'il était 1 km/h plus lent, il n'y a rien qui pousserait sur la Terre. Si la force de gravité était un petit peu plus forte, il n'y a rien non plus qui pourrait survivre sur la Terre. Si la charge des protons était légèrement plus forte, ben, il n'y aurait pas de protons. Si la masse d'un neutron était un petit peu plus élevée ou un petit peu plus faible, les neutrons ne pourraient pas fonctionner. La même chose pour la masse de l'électron. Donc, tout l'univers est régi par des nombres. Et ces nombres-là, ils sont hyper importants. Alors après ça, viens me dire que tout est dû au hasard et qu'il n'y a rien de plus grand que nous qui orchestre tout ça. Ben non, on le sait très bien que le hasard n'existe pas, mais c'est Et voilà. fascinant de pouvoir l'expliquer de cette façon-là, avec ces mathématiques-là, parce que, comme tu l'as dit, ça nous atteint de façon inconsciente. On ne Voilà. comprend pas pourquoi on ressent telle chose. Et là, c'est certain que tu vas me dire que ça a plein d'effets sur notre cerveau, ça. Exactement. Ça influence. Ça influence notre cerveau parce que dès qu'on sort de la suite de Fibonacci, dès qu'on sort du nombre d'or, notre cerveau perçoit les éléments comme étant non harmonieux. OK. Et c'est pour ça que, par exemple, on a des maisons que les gens n'arrivent jamais à vivre longtemps. Il y a des maisons dans certains quartiers qui se vendent continuellement. Les gens ne restent jamais là longtemps. Ils n'y Oh sont mon pas bien. Dieu. Et quand OK. on regarde les proportions de la maison, ça ne respecte pas la suite de Fibonacci. Donc, on a plein de chiffres comme ça, de nombres qui viennent interférer et qui sont perçus par notre inconscient, parce que c'est pas notre conscient, évidemment, qui fait cette analyse-là, c'est notre inconscient. Mais notre inconscient, lui, il y accorde une importance pour l'esthétique, pour la beauté, pour le confort qu'il ressent, mais ça lui apporte aussi un sentiment de foi inébranlable envers quelque chose de plus grand que lui. Parce que quand les mathématiciens se mettent à étudier les proportions et la suite de Fibonacci, ils ne peuvent pas rester athées, c'est impossible, parce qu'il y en a trop, beaucoup trop. Avant d'avoir lu Dieu, la science, l'épreuve, il y a plusieurs années, j'avais lu le livre des frères Bogdanov qui avait été beaucoup critiqué, mais qui finalement reprennent des notions de mathématiques de base que l'on retrouve partout. Et là, on n'est pas dans quelque chose d'ésotérique, on est dans des calculs mathématiques. Et ça devient extrêmement important. Et l'autre élément qui est important, c'est qu'on a un inventeur que tout le monde connaît bien, qui est Nikola Tesla. Oui. Et Nikola Tesla, c'est un inventeur qui a inventé énormément de choses et lui aussi s'est mis à s'intéresser au nombre. Et il s'est rendu compte que dans sa vie, quand il respectait 3 chiffres en particulier, il arrivait à faire davantage de découvertes et il avait davantage de facilité à faire fonctionner son cerveau. Et il s'est mis à devenir maniaque de ces chiffres-là, à un point tel où il s'assurait toujours que le nombre de serviettes de table sur sa table respectait ces chiffres-là. Le volume de la bouchée qu'il était sur le point de manger devait respecter ces chiffres-là. Le volume du liquide qu'il buvait devait respecter ces chiffres-là. S'il allait dans un lieu qu'il ne connaissait pas, il faisait d'abord le tour du bâtiment un certain nombre de fois pour être sûr de respecter ces chiffres-là. S'il allait à l'hôtel, le numéro de sa chambre d'hôtel devait respecter ces chiffres-là. Il y avait donc 3 chiffres qui, pour lui, avaient énormément d'importance. Et les 3 chiffres sont le 3, 6, 9. Tellement qu'après ça, plusieurs personnes ont développé ce qu'ils ont appelé la méthode Tesla, la méthode 369,
pour faire en sorte que la loi d'attraction fonctionne avec plus d'efficacité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que l'utilisation des nombres dans la vie quotidienne fait partie de la sagesse ancienne en Égypte. Je te rappelle que c'est en Égypte qu'on a inventé les mathématiques. Fait que pour ceux qui pensent que les Égyptiens n'ont jamais été capables d'inventer, de créer les pyramides, c'est quand même eux qui étaient les as des mathématiques. Hein? Et donc, les Égyptiens savent très bien compter et savent très bien utiliser les mathématiques pour déplacer des pierres. Parce que ça se déplace bien quand on comprend les principes de base de la mathématique et de la physique. J'imagine. Et donc, dans la sagesse ancienne de l'Égypte, on utilisait aussi les chiffres. Dans la tradition védique en Inde, on utilise les chiffres comme étant des codes sacrés. Dans la Kabbale, qui est le livre mystique qui accompagne ce qui est l'équivalent de la Bible, mais évidemment, pour les Juifs, on l'appelle pas ça la Bible. Et donc, dans la Kabbale, on a aussi énormément de chiffres qui sont utilisés. José Silva, dans les années 60, quand il a développé ce que l'on appelle la méthode Silva, qui aide justement à reprogrammer le cerveau, il utilise des chiffres précis parce qu'il s'est rendu compte que ces chiffres-là, utilisés en méditation et en hypnose, décuplaient la puissance de la méditation et de l'hypnose. Dans les chiffres, par exemple, on sait aujourd'hui que si on veut apprendre des éléments, des informations nouvelles, il est important de répéter ces informations nouvelles-là 3 fois. La première fois, le cerveau, il est surpris. La deuxième fois, le cerveau comprend. La troisième fois, il intègre. Et si on s'assure de respecter et d'apprendre ces notions-là et de les voir à chaque jour, 3 fois par jour, pendant au moins 5 jours. Je suis encore dans la suite de Fibonacci. Oui. Bizarrement, le cerveau va mieux le retenir, cette information-là. Mais on s'est rendu compte aussi que dans la Kabbale, comme dans la tradition védique, comme dans la sagesse ancienne, il y avait des nombres qui revenaient plus souvent. Et c'est devenu ce qu'on a appelé les codes sacrés. Et ces codes sacrés-là, même si on n'a pas été formé face à ces codes sacrés-là, ils font partie de ce que l'on appelle l'inconscient collectif. Carl Gustav Jung, qui était un élève de Freud, avait compris que dans notre inconscient collectif, dans un inconscient donc que l'on partage tous, il y a des informations. Dans le film Avatar, quand les personnages prennent leurs cheveux et se pluguent sur l'arbre de la connaissance, c'est la métaphore qui représente l'inconscient collectif. Donc, même si moi, je ne suis pas allée à l'église tous les dimanches, mon inconscient a quand même enregistré des notions de la religion catholique et ça influence ma morale, mes valeurs et mon comportement. Et dans la religion, il y a aussi des nombres qui reviennent souvent. Le nombre 7 revient énormément souvent dans la Bible. Le nombre 3 de la Trinité revient souvent dans la Bible. Il y a donc aussi dans la Bible des nombres qui reviennent souvent au même type que dans la Torah, qui est l'équivalent de la Bible des Juifs, ou dans le Coran, qui est pour les musulmans. Il y a donc des nombres qui reviennent souvent. Et dans la sagesse indienne, dans la sagesse égyptienne et dans la Kabbale, on va utiliser certains nombres que l'on va retrouver aussi dans certaines sociétés secrètes. Et donc, dans les rituels de certaines sociétés secrètes, on va utiliser ces nombres-là dans l'espoir d'attirer la prospérité, l'abondance, la guérison ou comme bouclier énergétique. À un point tel où ces nombres-là sont beaucoup utilisés en ésotérisme en général. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que notre inconscient, il est connecté à cet inconscient collectif-là. Et comme c'est dans l'inconscient, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a d'enregistré exactement dans notre inconscient.
Le nombre d'or, ça fait des années que j'en entends parler. Rationnellement, je ne lui accorde pas beaucoup de temps. Mais je sais que mon inconscient oublie rien. Donc, dès que quelqu'un me dit qu'il utilise le nombre d'or, je le sais que ça s'ajoute dans mon inconscient et je le sais qu'il peut y avoir une influence qui peut être du niveau de la croyance et qui peut être d'un autre niveau. J'en ai aucune idée. La science ne peut pas démontrer si ces chiffres-là ont un fondement scientifique. Sauf que l'effet placebo, là, ça existe pareil. Ouais. Que je prenne un médicament, que je prenne une pilule de sucre, ça marche à partir du moment où j'y crois. Donc, si j'accorde dans mon inconscient, pas dans mon conscient, si dans mon inconscient, j'accorde de la crédibilité, du crédit à des nombres, inévitablement, ces nombres-là sont importants. Patricia Lavoie, qui fait des bougies, utilise le nombre d'or dans la grandeur de l'étiquette qu'elle colle sur sa bijou, sur ses bougies et sur l'utilisation, la disposition de l'écriture. Donc, on a plein de gens qui utilisent le nombre d'or, qui fait partie des nombres sacrés, pour être en mesure de convaincre l'inconscient de l'acheteur, que ce soit d'une bijou, d'une bougie, d'un bijou, d'un pendule, d'une pierre, pour être en mesure d'aider l'inconscient à augmenter sa foi dans l'équipement qu'il vient d'acheter. Mm-hmm. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs codes qui sont utilisés et qui fonctionnent. Alors évidemment, tu me connais, j'ai tout testé. Ah oui, ça c'est clair. Et il y a plusieurs années, j'ai fait l'acquisition d'une musique qui utilisait des sons binauraux, dont on a parlé déjà dans une chronique précédente. Oui. Mais qui est disposée pour que la musique respecte les codes 3, 6, 9 de Nikola Tesla. Et moi, à l'époque, je ne connaissais pas la méthode Tesla, j'avais aucune idée de ce que c'était. Alors pour moi, le code 369, c'était juste le nom d'une musique avec des sons binauraux. Je pars avec ça, mais je fais juste la mettre en arrière-plan de temps en temps pendant que je travaille ou en arrière-plan quand je reçois un client à mon bureau. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'à chaque fois que j'écoute la méthode, le code 369, dans les 24 à 48 heures qui suivent, j'ai des nouveaux clients qui me contactent. Ah. C'est systématique. Quand j'utilise le code 369 avec mes clients, ils progressent plus vite. Alors, je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien bizarre. Et ce n'est que plusieurs années plus tard que j'entends parler de la méthode Tesla, aussi appelée la méthode 369. Et là, je fais le lien avec la musique. Alors, je me suis dit, on va le tester. Quand on pratique la loi d'attraction, on doit déterminer un objectif. Et moi, j'avais fait une autre formation où on détermine un objectif qu'on appelle un objectif de super réalisation, un objectif qui est formulé pour être sûr que l'inconscient l'accepte. Mais je me suis dit, si en plus d'utiliser mon objectif de super réalisation, j'utilisais la méthode 369. Et je me mets à chercher, et il y a plusieurs variantes de la méthode 369, mais j'en prends une qui correspond bien à ce que je recherche. Et je demande donc à mes clients, quand on a travaillé une croyance ressource ou un objectif de super réalisation, tous les matins, d'écrire cette croyance ressource-là ou cet objectif de super réalisation qui correspond au fonctionnement de l'inconscient, d'écrire donc cet objectif ou cette croyance 3 fois. Sur l'heure du dîner ou en début d'après-midi, de la réciter à voix haute 6 fois. Et le soir, avant de se coucher, de la réécrire 9 fois. 3, 6, 9. Et de faire l'exercice durant 90 jours. J'ai encore mon œuf. Et bizarrement, chez tous mes clients, sans exception, la croyance ressource que j'ai travaillée selon un protocole très précis ou l'objectif de super réalisation que j'ai travaillé selon un code très précis, un protocole précis, dans tous les cas, dès que j'utilise la méthode Tesla, l'objectif est atteint plus rapidement et avec une plus grande satisfaction, et la croyance ressource s'implante beaucoup plus facilement dans l'inconscient et donne des résultats dans le mois qui suit. Ça prend même pas 3 mois. Dans le mois qui suit,
on a une amélioration notable, significative. La Mhm. personne n'avait pas d'emploi, elle trouve l'emploi de ses rêves. La personne n'avait pas de logement, elle se trouve un logement. La personne résout des problèmes qu'elle pensait irréalisables. C'est du concret, là. C'est du très, très concret. Alors, inévitablement, je me suis mise à étudier les codes sacrés qu'on retrouve dans la Kabbale, à essayer de voir comment on peut les utiliser. Il y a certains codes, je pense entre autres, excuse-moi, au code 528, qui est considéré comme le code des miracles. Et je me suis dit, OK, si on l'utilise, si je fais faire des respirations en utilisant ce code-là, si je fais faire du tapping en utilisant ce code-là, si je fais faire des affirmations positives en utilisant ce code-là, si je fais faire une méditation et je demande aux gens de réciter ce code-là, est-ce que ça fonctionne mieux? Et la personne, elle ne sait pas que j'utilise le code 528, mais ça fonctionne. Et là, j'ai fait le lien avec les recherches du docteur Emoto. Parce que, comme je sais que dans ma branche d'ADN, les proportions de mon ADN respectent la suite de Fibonacci, ça veut dire que mon ADN est régi par des chiffres. Or, le docteur Emoto, lui, son expérience, c'est qu'il prenait des verres d'eau et il collait une étiquette sur chacun des verres avec un mot. Le mot amour, le mot joie, le mot paix, ou le mot guerre, le mot malheur, le mot haïr. Il congelait l'eau. Ensuite, il sortait les plaques de glace, il les coupait en fines tranches et il regardait au microscope. Et il se rendait compte que pour les mots amour, paix, joie, plaisir, la glace ainsi formée formait des flocons idéaux, des flocons magnifiques qui respectent totalement la suite de Fibonacci. Et quand il sortait la glace formée avec l'eau qui contenait des mots négatifs, mort, guerre, malheur, je te déteste, les flocons étaient déformés et ne respectaient donc pas la suite de Fibonacci. Ça, c'est un peu le même principe que les bols de riz, là, où est-ce qu'on Oui, accole des mots. même affaire. C'est la même affaire. Alors, c'est puissant, ça. C'est très puissant parce que de l'expérience dont tu parles, c'est que suite à l'expérience de Emoto, évidemment, Emoto, quand il a sorti ces données, il a beaucoup fait rire de lui au départ par les scientifiques. Fait qu'il s'est mis à écrire une suite de livres pour le grand public. Moi, j'en ai 3, mais je pense qu'il y en a 5. Donc, il y a l'eau, mémoire de nos émotions, le pouvoir guérisseur de l'eau, les messages cachés de l'eau. Il en a fait beaucoup. Mais après ça, il y a d'autres scientifiques qui se sont mis à s'intéresser à cette expérience-là et à se demander, est-ce que ça marche aussi, en effet, avec du riz cuit qu'on laisse sur le comptoir, mais qu'on met un mot sur le bol de riz ou, dans certains cas, on parle au riz. Donc, dans certains cas, on va simplement écrire des mots positifs sur le bol de riz ou on va leur parler en leur donnant des mots d'amour. Sur d'autres cas, on va mettre des bols de riz sur lesquels on va mettre des mots négatifs ou on va engueuler le bol de riz. J'aurais bien ri de participer à cette expérience-là. Ah oui. Et ils ont rajouté une troisième catégorie, un troisième bol de riz sur lequel on mettait aucun mot et on ne lui parlait pas. On est totalement indifférent par rapport à ce bol de riz-là. Et on se rend compte que le bol de riz, qu'on lui a parlé positivement ou qu'on a écrit un mot positif, après 1 mois, il n'est pas pourri. Il est blanc, normal. C'est fort, là. Alors que le riz que l'on a engueulé ou qu'on a mis un mot négatif, il a commencé à pourrir. Mais le pire de la gang, c'est le riz dont on ne s'est pas occupé. L'indifférence faisait en sorte de faire pourrir le riz 4 fois plus que le riz à qui on avait donné des mots négatifs ou des engueulades. Ah ben ça, c'est intéressant parce que je ne l'avais pas cet exemple-là. Je pensais qu'il y avait juste deux, Non, il y en a 3. deux expériences. Il y en a 3. Et l'indifférence, est-ce que c'est pour ça que on dit que c'est mieux quand on veut, bon, j'utilise le mot punir, là, mais c'est peut-être pas bon non plus, mais quand on veut punir quelqu'un, c'est mieux de garder le silence. Oui.
Parce que l'indifférence est beaucoup plus puissante. Devant n'importe qui a vécu une relation toxique, puis que tout d'un coup, le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne le contacte plus. C'est une torture! Ah oui, 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 hein? Parce que Mais là, qu'est-ce qui se l'univers a passe? Pourquoi? horreur du Puis là, vide. Le cerveau a horreur du vide. Et oui. comme l'univers a horreur du vide, comme le cerveau a horreur du vide, si on remplit ce vide-là avec des mots positifs, mais si on remplit aussi ce vide-là avec des nombres sacrés, avec des codes sacrés, on se rend compte que notre inconscient réagit à ces nombres-là, même si on ne les connaissait pas avant. Alors, est-ce que ce sont des nombres qui ont un impact sur notre ADN? On ne le sait pas. Mais c'est très étrange que les ellipses de notre ADN respectent la suite de Fibonacci et le nombre d'or. C'est très surprenant que la disposition de nos os respecte aussi la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Donc, notre cerveau, quand il crée le corps que nous avons, il respecte une suite mathématique. Comment un cerveau qui lui-même est en développement peut respecter une suite mathématique s'il n'y a pas une intelligence supérieure qui vient coordonner tout ça? Et s'il y a une entité supérieure qui vient coordonner tout ça et qui considère que ces chiffres-là sont importants pour structurer l'univers, pour faire en sorte que la lumière puisse ne pas brûler la planète et ne pas la faire geler, pour que la gravité soit pas trop forte puis qu'on soit pas tout effoiré comme des crêpes sur la Terre et qu'on n'ait pas de la misère à rester sur la planète. S'il y a quelque chose qui a structuré tout l'univers en fonction de nombres, c'est donc que les nombres ont une importance. Oui, une influence sur notre cerveau et sur Exact. notre quotidien, nos vies, en fait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Annabelle, de concret dans notre quotidien? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les incorporer, ces Oui. codes-là, pour améliorer nos vies? Comment on s'en sert dans notre quotidien? En fait, ce qui est très particulier, et c'est pour ça que j'ai fait le lien avec Emoto, parce que le docteur Emoto, quand il s'est mis à dire, ben, si vous utilisez les mots amour, joie, paix, ça a une influence sur l'eau. Je te rappelle que 70% de notre corps est constitué d'eau. Ben oui. 90% de notre cerveau est constitué d'eau. Donc, si j'utilise des mots positifs sur l'eau que je bois ou sur n'importe quel breuvage que je bois et que ça modifie l'eau, bien, ça veut dire que cette eau-là, quand je la bois, j'intègre donc ces mots-là en moi. Dr. Emoto est allé plus loin dans son expérience. Il a pris une centaine de personnes, il les a réunies autour d'un lac pollué. On a mesuré le taux de pollution et de métaux lourds à l'intérieur du lac. On a demandé aux gens pendant 1 heure de méditer et d'envoyer de l'amour à ce lac-là. Et on a mesuré par la suite, 1 heure après, le niveau de pollution. Et bizarrement, on se rend compte qu'on a une amélioration significative au niveau de la pollution dans ce lac-là. En si peu de temps? En 1 heure seulement, avec des Wow. gens qui viennent simplement méditer et envoyer de l'amour à de l'eau. On s'entend que c'était tellement étrange à l'époque qu'il y a plein de gens après ça qui se sont mis à faire des expériences. Et quand les pays du nord de l'Europe et du Japon et des États-Unis se sont mis à faire les expériences, on s'est rendu compte que ça marchait pour vrai. Et là, à un moment donné, dans le courant du développement personnel, on s'est mis à dire, ben, quand vous voulez vous coucher le soir, mettez le mot amour en dessous de votre verre avant de boire de l'eau. Et on a vu à ce moment-là la mode sur les verres sur lesquels on a des mots positifs qui sont écrits, des gourdes sur lesquelles on a des mots positifs qui sont écrits. Sur mon verre de bière, c'est écrit « J'aime le week-end ». C'est parfait. Et tu vois, moi, j'ai un verre, c'est écrit « Rêve, ose, agis ». Ah, ça, c'est inspirant. Et à un moment donné, François Lemay avait sorti une gourde, c'était écrit « Je m'aime et je suis fier de moi ». Et si ça fonctionne pour les mots, pourquoi ne pas l'essayer pour les chiffres? Si on rajoute aussi des nombres,
sous le coussin de méditation que l'on utilise. Si on rajoute des nombres sous le verre que l'on utilise ou sur le verre que l'on utilise et que l'on remplit d'un breuvage, si on utilise les nombres dans notre quotidien, comme notre inconscient réagit à plein d'éléments que l'on ne comprend pas, mais qui font partie de notre ADN, qui font partie de notre constitution physique, pourquoi ne pas les utiliser? Et dans les nombres qui ont le plus attiré mon attention, il y avait le 528, qui est un cas du miracle, le 888, qui est utilisé dans la guérison et dans l'abondance, le 999, qui sert à faire un reset émotionnel après un trauma, le 333, qui sert à ramener le calme, le 999, qui sert de catalyseur pour déployer notre énergie, le 111, qui sert à la guérison spirituelle, le 9999, qui sert à une guérison spirituelle beaucoup plus profonde et à un nettoyage plus en profondeur, le 222, qui sert à l'harmonie et au développement de la confiance en soi, le 555 sert aussi à l'harmonie intérieure, le 520 pour le développement d'opportunités, le 777, lui aussi pour l'abondance et pour la fortune, le 1313 comme bouclier énergétique. Donc, si on utilise ces chiffres-là, bonifiés avec des mots qui sont puissants pour nous, amour, espoir, joie, plaisir, calme, sérénité, abondance, prospérité, guérison, protection. Si on utilise des mots et si on leur rajoute des nombres et qu'on les utilise, encore une fois, écrit sous notre coussin de méditation, écrit sous notre oreiller, écrit sur un verre dans lequel on va mettre notre breuvage, écrit sous l'assiette que l'on utilise, si on les récite durant nos méditations, comme c'est dans notre ADN, comme c'est dans notre inconscient, il est fort possible que l'inconscient y réagisse et cherche à ce moment-là à nous donner raison. Rappelons-nous l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Si j'ai une perception positive de quelqu'un, l'inconscient de l'autre personne cherche à me donner raison, c'est l'effet Pygmalion. Mais si j'ai une perception négative de l'autre personne, l'inconscient de l'autre personne cherche aussi à me donner raison et c'est l'effet Golem. Mais ça marche dans mon propre corps. Si j'essaie de me convaincre d'un élément important en utilisant des nombres concrets et des mots concrets, mon inconscient va chercher à me donner raison. Donc, je peux utiliser mon propre inconscient avec mon propre effet placebo, mon propre effet Pygmalion et jouer à ce moment-là à reprogrammer mon inconscient en utilisant des mots qui sont puissants pour moi et en utilisant des nombres qui se retrouvent dans tous les livres sacrés partout sur la planète, peu importe la religion. Alors, si tous ces nombres-là sont dans tous les livres sacrés, ça doit être pour une bonne raison. Oui, ça doit. Est-ce que, Annabelle, ça a rapport quand on déménage à quelque part, l'adresse qu'on va avoir? Est-ce que ça devrait faire partie de nos critères d'avoir une adresse harmonieuse? Une adresse harmonieuse et une adresse qui va bien avec nous. Moi, mon numéro de porte, mon numéro civique, c'est mon année de naissance. Et ça, est-ce que c'est choisi ou c'est un hasard? On avait visité à l'époque des tonnes de maisons et ça ne me convenait pas. OK. Et quand le vendeur nous a parlé de cette maison-là et qu'il a dit le chiffre, mon cerveau était déjà convaincu. Je l'avais pas vu, la maison. Ah, OK. Et quand on est arrivé devant la maison, j'ai dit c'est elle. On n'était pas rentré, j'avais pas vu la cour, mais je savais que c'était elle. Parce que juste avec le chiffre, mon inconscient était déjà convaincu. Je savais que j'allais vivre très longtemps dans cette maison-là. Et tu vois, ça fait 22 ans que je suis ici. C'est merveilleux, ça. Si pour quelqu'un, le chiffre 13 est quelque chose de chanceux et pour d'autres, ils ont des superstitions, c'est une question de croyance à ce moment-là? C'est vraiment une question de croyance parce que le chiffre 13
On le retrouve seulement en Occident parce qu'en Asie, ça leur fait rien du tout. Ah. Pour eux, la malchance liée au chiffre 13, ça n'a pas rapport. Ils ne le voient pas, ça ne fait pas partie de leur croyance. Donc, c'est pas dans leur culture, ils alimentent pas ça, ils connaissent pas ça. Non, en fait, c'est lié au fait que quand Rome a décidé de détruire certaines sociétés secrètes, ça s'est fait des vendredis 13. Et quand Jésus a été arrêté, ça s'est fait et a été crucifié, ça s'est fait un vendredi 13. Donc, c'est lié à des croyances populaires, mais qui peuvent jouer dans notre inconscient. Pareil, chez les Occidentaux ou chez les gens qui sont, par exemple, catholiques ou qui sont juifs, parce que c'est lié à l'inconscient collectif. Donc, il est possible que ça vienne jouer quand même. Mais si moi, je considère que ma chance est liée au 13 parce qu'il m'est arrivé plusieurs expériences positives un jour 13, je dois l'utiliser à ce moment-là. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est quel est le feeling que je ressens. Parce que le feeling que je ressens, ben, il est associé à des hormones, à des neurotransmetteurs, à des phéromones. Et donc, ça active un circuit neuronal dans mon cerveau. Et c'est ça qui va faire en sorte que mon système réticulé activateur, une partie de mon inconscient, va voir ou ne pas voir les opportunités. C'est génial tout ça. Moi qui détestais les mathématiques, j'ai vraiment aimé cette chronique-là parce que c'était pas si compliqué que ça. C'est en fait très, très, très intéressant de s'y attarder et je vais pratiquer ça. Je vais faire comme toi, je vais mettre ça à l'épreuve, je vais m'en servir et je t'en donnerai des nouvelles. Si vous avez manqué une partie de l'entretien, de la chronique d'aujourd'hui ou que vous voulez la réécouter, c'est en rediffusion à 16h30, par la suite disponible sur notre site unicité.ca dans la section podcast. Et étant donné qu'il y avait du visuel aujourd'hui dans la chronique, si vous voulez aller voir la chronique, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube et il y a plein de contenu. Toutes les chroniques d'Annabelle s'y trouvent. Si on veut te consulter également pour régler une problématique, si on est pris avec un blocage, tu peux nous aider et on te consulte via les réseaux sociaux, Annabelle Boyer, ou sur ton site internet annabelle-boyer.com. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour connaître d'autres secrets du cerveau humain. Je te souhaite une très belle semaine. Merci toi aussi.